Catherine, c'est à toi. Bonjour d'abord. Rivka. Voilà, je te laisse la parole et je vais écouter les oreilles grandes ouvertes. J'espère que tu vas quand même intervenir. Bon alors, on va donc parler des chalotes de Shabbat. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que le terme challah pourrait être interprété comme le pain de Shabbat, et en fait, c'est pas du tout ça. Challah, ça veut dire c'est de la portion de pâte que l'on prélève sur tout pain vraiment pain fait avec des céréales nobles. On va pas aujourd'hui rentrer dans les règles du prélèvement de la challah. Peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois. Bon, mais il faut savoir que le nom vient de là, c'est-à-dire challah, qui est la portion de pâte donc que l'on prélève, et qu'elles font partie que cette prélèvement de la challah fait partie des 3 mitzvot qui sont principalement réservés à la femme, ce qui ne veut pas dire que si un homme fait du pain, il ne doit pas prélever la challah. Il doit aussi. Mais enfin, en priori, c'est la femme qui sont challah, bon, donc, le prélèvement de la challah, tarata mishpnida, c'est-à-dire tarata mishpacha, les règles de la pureté familiale, et adlakat nerot, qui est le Nerot Shabbat. Pas que le Nerot Shabbat, c'est-à-dire toutes les nerot, toutes les bougies qu'on allume pour l'arrivée d'un temps différent dans la maison, soit le Shabbat, qui est le plus général, soit les fêtes, les différentes fêtes où on allume aussi des bougies. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est quelque chose il y aurait aussi beaucoup à dire. Qui serait effectivement l'objet d'une émission en soi. On va juste rester au chalot de Shabbat. Il fallait quand même préciser que ce terme venait de là, donc de ce prélèvement de la challah. Alors, ce qu'on peut d'abord se poser comme question, c'est peut-être pour commencer sur le nombre de chalot que l'on trouve sur la table. On va d'abord commencer par là, on pourrait commencer par ailleurs, on va voir un peu ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on trouve 2 chalotes sur la table et pas une? Alors, pour ça, il faut revenir bien en arrière, c'est-à-dire au moment des Juifs dans le désert, et ce qu'il se passait, il se passait que tous les jours, les Juifs tiraient leur subsistance de la manne qui tombait que Dieu envoyait dans le désert. Et la veille du Shabbat, pour pas qu'il y ait de travail à Shabbat, Kadosh Baruch Hu envoyait lui 2 portions, c'est-à-dire 2 portions supplémentaires, une portion supplémentaire, celle du vendredi et celle du samedi, afin que les Juifs n'aient pas à sortir et aller donc ramasser hors du camp quelque chose qui aurait fait un travail de Shabbat. Il faut voir que la première fois que la manne est tombée, certains Juifs n'ont pas cru que cette manne allait rester comme ça telle quelle, et ils sont quand même sortis du camp. Ceux-là ont été punis. Donc, la première raison pour laquelle on met 2 chalotes sur la table, c'est ces doubles portions de manne qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu envoyait la veille du Shabbat, Yom Shishi, dans le désert. Il y a beaucoup d'autres raisons. La deuxième raison que l'on peut trouver, c'est parce que le chiffre 2 joue un rôle important dans le Shabbat. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça rappelle, quelque chose qui est très simple, c'est qu'on sait que chaque jour, dans le temple, quand le temple existait à Jérusalem, il y avait des sacrifices. Il y avait un sacrifice. Or, Shabbat, il y avait un deuxième sacrifice, celui qu'on appelle Moussaf. Il nous reste l'office de Moussaf. Mais enfin, à l'époque, il y avait le sacrifice du matin de Shacharit, plus le sacrifice de Moussaf, c'est-à-dire celui qui se rajoutait. Et donc, ça faisait 2 sacrifices. Et donc, ces 2 chalotes rappellent aussi les 2 sacrifices qui trouvaient donc au moment du temple de Jérusalem. D'autre part, comme chacun le sait, on allume au moins 2 bougies à Shabbat. Je dis au moins parce qu'il y a des minagim qui veulent qu'on allume plus. Donc on allume en fait 1 par enfant. Rivka me fait des petits signes, 2, 3, etc. Oui, moi, ma belle-mère, elle en allume 7, par exemple, à part ces 2... Parce que on allume, il y a comme ça un mina, qui est pas celui de tout le monde, qui est le fait d'allumer une bougie en plus par enfant. Donc on rajoute le nombre des enfants et pour chacun est une bougie. Et je me souviens d'avoir lu un Rav qui disait qu'il se souvenait de son enfance, qu'il voyait sa mère donc allumer des bougies pour tous les enfants, à part les 2 bougies. Garçons et filles. Garçons et filles, à part les bougies de Shabbat. Et que comme ça, il se sentait transporté parce qu'il avait l'impression, alors qu'il était tout petit, qu'il collaborait et qu'il était une partie prenante de la lumière qui descendait dans un foyer juif pendant le Shabbat. Alors ça, c'est une deuxième raison. D'autre part, il y a aussi, et ça c'est peut-être plus important, enfin pas plus important, mais qui
peut-être il y a plus matière à réflexion, c'est qu'il y a 2 commandements qui sont liés au Shabbat, c'est Shamor et Zachor, c'est-à-dire le fait de s'en souvenir et de le garder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien se souvenir de là où ça vient, mais de le garder, ça veut dire aussi de garder ses lois, de faire attention aux transgressions, enfin bon, tout ce que peut représenter un Shabbat, et que donc les bougies, les chalot, ce nombre 2, représenteraient ce double commandement de Zachor et de Shamor, c'est-à-dire le fait de se souvenir et le fait de garder. Bon, c'est un petit peu ce qu'on peut dire sur les 2 chalot. Maintenant, il faut savoir que à travers les communautés, il y a eu d'autres coutumes que le fait de manger que 2 chalot à Shabbat. Alors ça, oui, il y a eu des autres coutumes. Alors la coutume peut-être la plus connue, c'est celle des 12 chalots. Je ne sais pas si tu la connais. Alors tu la connais pas. Alors attends que je retrouve mes notes parce que je croyais que tu saurais tout. Non, je ne sais pas tout, malheureusement. Je voudrais bien. Bon alors, la raison, j'avais pas besoin des notes, mais je voulais raconter ça plus joliment que ce dont je me souvenais. Il y a eu comme ça une tradition, c'était de faire 12 chalots. Pourquoi 12 chalots? Alors encore une fois, on va remonter dans le temps et on va retrouver les temples tribus. Non. Presque. Ah bah d'accord. Ça brûle. On va retrouver le temple de Jérusalem et au temps du temple de Jérusalem, chaque Shabbat matin, il y avait, on changeait ce qu'on appelait les chemapanim, c'est-à-dire on changeait le pain qui était mis comme offrande dans le temple, et il y avait donc 12 pains qui symbolisaient les 12 tribus, c'est pour ça que je t'ai dit que tu étais pas très loin, et ce pain représentait un des miracles que l'on voyait, parce qu'on dit que on voyait quotidiennement et tout le temps des miracles se dérouler dans le temple de Jérusalem. Alors c'était un pain que l'on mettait donc tous les Shabbats et qu'on changeait tous les Shabbats, c'est-à-dire tous les Shabbats le pain était remplacé par un pain nouveau. Et un des miracles c'était que ce pain ne moisissait jamais et que quand on le prenait de la table spéciale. De l'hôtel? C'était pas un hôtel, c'était une table spéciale. On la voit d'ailleurs dans certains musées de Jérusalem qui ont voulu reconstituer. C'est comme, je sais pas, comme une espèce de guéridon avec effectivement 6 parties et chaque partie on posait deux chalotes dessus. C'est un peu difficile à expliquer, il faut le voir. Mais donc, cet endroit qui avait été, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu directement qui avait expliqué comment il fallait, quel était le design de cet endroit. Donc, il y avait ces 12 chalotes, 2 fois 6, et ce miracle était que non seulement les chalotes ne pourrissaient pas, etc., mais elles restaient aussi fraîches qu'au premier jour. C'est-à-dire que quand les Kohanim les prenaient puisqu'ils les mangeaient, elles étaient comme si elles sortaient du four. Alors que ça faisait déjà 1 semaine qu'elles étaient sur l'autel de Jérusalem. Et alors, faut voir que ces chalotes étaient spécialement belles parce que cet autel, il était là où elles étaient posées, c'était fait en or. Et vraiment, elles étaient présentées d'une manière tout à fait spéciale. Faut voir que ça vient directement d'un verset dans le Lévitique, c'est-à-dire ça Kadosh Baruch Hu lui-même qui avait expliqué à Moshe qu'il fallait faire ce pain comme ça. Et donc, il y avait vraiment, c'était toute une cérémonie, ce changement du pain. On ne savait pas exactement où est-ce qu'on le préparait, parce que c'était un secret, et c'était fait par des boulangers spéciaux qui venaient que d'une seule famille de Jérusalem. Alors, pardon, tu dis par des boulangers, c'est-à-dire que c'est pas des femmes qui faisaient le pain à ce moment-là? Enfin, pour le temple. Ah oui, d'accord. Pour les maisons, c'était sûrement les femmes, mais pour le temple, c'était une famille spéciale qui s'appelait la maison de Garmou. Enfin bon, c'était une famille ou quelques familles spéciales qui faisaient donc ce pain dans un endroit plus ou moins tenu secret, et la Gemara n'a pas pu révéler quelle était la composition de ce pain. On sait qu'il était fait d'une manière spéciale. On ne sait pas, on pense qu'il ressemblait plutôt à des matzot. Bon, on sait qu'il ressemblait à des matzot, et il était fait dans plusieurs genres de moules. Ces moules étaient eux-mêmes en or, et on sait qu'il était très grand.
on connaît les mesures de ces pains, qui étaient des pains comme des matzot, ou got matzot. C'était vraiment des grosses matzot. Enfin, on ne sait plus très bien parce qu'on a la description. Maintenant, on l'a pas vu visuellement. Et il y avait une cérémonie tout à fait spéciale. C'était vraiment la cérémonie du transfert du pain, c'est-à-dire quand on enlevait le vieux, entre guillemets, pain pour en mettre le pain de la semaine. Le pain de la semaine. C'était, alors, le vieux, on le mettait sur une autre table en or, qui était d'abord recouverte d'une nappe, qui était bleue et pourpre, et le bleu symbolisant le ciel et le pourpre la mer qui nourrit les gens, et aussi qui représente aussi ce qu'on peut dire la vie spirituelle le bleu et la vie matérielle le rouge. Bon, c'est pas la peine d'expliquer, ça semble évident. Et effectivement, donc on posait ce pain là-dessus. Dessus, on remettait une nappe écarlate. Et en fait, après, on remettait sur ces pains, encore et sur cette nappe, une peau d'un animal spécial, dont on ne sait plus, qu'on pense que seul cet animal vivait seulement au moment du temple. Et ce pain symbolisait, dirons-nous, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous donne notre pain quotidien. Et quand le temple a été donc détruit par les Romains, on n'a plus eu ce genre de cérémonial, et on sait que les meubles du temple ont été pris par les soldats romains, et on le voit encore cet emplacement où on mettait le pain sur l'arche de Titus. Je pense que c'est le même. Donc sur l'arche de Titus, on voit ça revient, oui, comment il était, mais bon, bien entendu, il est perdu. Donc c'était toute une cérémonie, et de cette cérémonie, il y a des gens qui ont dit, pour rappeler ça, qu'on mettait 12 chalot. Ça a été le cas des kabbalistes de Tzfat, qui ont beaucoup, dirons-nous, qui généralement mettaient donc ces 12 chalot. Il y a aussi une autre raison pour les 12 chalot. On va continuer. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand il faisait le motzi, il le faisait sur combien de... Il faisait pas le motzi avec tout. Oui. Mais moi, je l'ai déjà vu faire chez des gens. Oui. On met les 12 sur par espèce de plateau. Bon, le père, le chef de famille, il prend 2 chalotes. Mais il y a 12, il y en a, quand il découvre, il y en a 12 devant lui. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et bon, maintenant, il y a une autre chose qui est peut-être intéressante à dire, bien qu'elle est plus difficile parce que je voudrais pas rentrer dans de la linguistique hébraïque. On dit que le mot chala, en fait, est un dérivé des 2 lettres yod et bet. Alors, comme c'est pas évident, je voudrais pas rentrer dans des détails trop compliqués. Ce qu'il faut savoir quand même, que ça a laissé des traces, parce qu'il faut un peu... Alors, attends, si tu permets, yod et bet... C'est pas chala. Non, mais qui représente oui, quoi? Oui. Voilà. Alors, voilà. Pourquoi? Parce que ça avait la valeur de 12. Et... pas pourquoi. C'est yod et bet. On va pas rentrer trop dans cette... parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Je voulais juste le dire pourquoi. Parce que peut-être on a quand même des auditeurs ashkénazes. Et dans les pays, en yiddish, souvent on appelle la chala yud beisnik, ça veut dire yud bet. Et ça renvoie effectivement à cette racine, parce je te dis, on peut pas faire de la grammaire hébraïque ici, à cette racine de yud bet. Et effectivement, yud beisnik, c'était un des noms que l'on donnait au chalot en yiddish. C'est pour ça que je voulais le dire, parce que c'est important, peut-être des gens de leur enfance ou maintenant se souviennent qu'on appelait ça Yud Beisnik, et ils peuvent se demander pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir avec une chala. C'est à cause d'une racine de philologie hébraïque dans laquelle on va pas rentrer parce que c'est un peu trop compliqué à expliquer. Moi, ce que j'ai noté là tout à l'heure, c'est quand tu me disais que ces chalotes ressemblaient plutôt à du pain azim, qu'il y en avait 12 et qu'elles étaient cuites dans un moule et recouvertes d'une peau d'animal tout à fait spéciale. Mais ça, il y a eu une drôle de transformation parce que depuis, nous avons des chalotes que nous connaissons, qui sont les chalotes tressées, qui ressemblent à une couronne, qui sont recouvertes d'un tissu qui est brodé de doré ou d'argenté. C'est pas du tout pareil. Qu'est-ce que c'est toute cette transformation? C'est pas une transformation. Il faut bien distinguer entre ce qui se passait dans le temple et ce qui se passait chez les gens. C'est pas la même chose. Il est probable, je sais pas comment on faisait. Bon, on pourrait peut-être voir après toutes les chalotes à travers toutes les minagim différents, les formes des chalotes, etc. Bon, moi je sais pas exactement, mais il est probable que les gens chez eux faisaient du vrai pain.
c'est-à-dire ne faisaient pas ce type de chalot. Oui. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, la recette... recette... pas redire une semaine tout en restant... Puis la recette était une recette secrète, et donc on ne savait pas. Maintenant, c'est quand même, il fallait expliquer qu'il y avait quand même un lien déjà dans le temple avec le pain. Que ce lien avec ce pain était plus sensible encore au moment du Shabbat, puisque c'était à ce moment-là qu'on changeait les pains. Et puis il faut savoir en général quand même que le pain, on va pas parler du pain en général, puisqu'on a décidé de parler des chalotes de Shabbat. C'est bien que le judaïsme... La prochaine fois on parlera c'est du sans pain, fin, on peut parler sans fin. Néanmoins, le pain, il a quand même une symbolique. Si manger du pain, c'est tellement central, c'est quand même que ça représente la nourriture, avec un grand N. C'est-à-dire que toutes les autres nourritures qu'on peut manger ne justifient pas le même cérémonial. Il y a quand même le fait de se laver les mains. Bon, il y a certaines... le Birkat Hamazon. Il y a le motzi, il y a le Birkat Hamazon. C'est vrai que pour d'autres choses, on se lave les mains. Par exemple, des choses qui trempent dans l'eau, comme les olives. Avant de manger les olives, c'est vrai qu'on se lave les mains, mais ça ne suffit pas, c'est pas suffisant. Le grand cérémonial, parce que c'est vraiment ce qui représente la nourriture venant d'Akadosh Baruch Hu, notre pain quotidien, c'est vraiment le pain. Et donc c'est pour ça que ces chalots ont une importance particulière. Et ce cérémonial du pain dans le temple n'est pas à oublier, parce que n'est pas à mettre de côté, justement à cause de ça. Alors, maintenant qu'on a vu 2, 12, je sais qu'il y en a qui en mettent 7, bon, c'est moins fréquent. Alors, c'est peut-être pas suffisant, on va voir un petit peu, peut-être quand même ce qu'on en fait. Mais 7, ce n'est pas pour toute la durée du Shabbat, parce qu'on sait qu'il y a... Shabbat. Non. C'est qu'il y a quand même 2 pains le vendredi soir, 2 pains le samedi. Il y a fait 2 pains le vendredi obligatoire. Ouais. Bon, 2 pains le samedi midi. Le samedi midi, qui peut être le même que celui de vendredi soir s'il n'a pas été entamé. S'il n'a pas été entamé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit entamé. Donc, il y en a fait 2. Bon, 2 pour le... Ça en fait éventuellement 3, voilà. Ça en fait éventuellement 3. Bon, maintenant, pour Seuda Shlishit, il y a des, il y a des minagim différents. Il y a des gens qui ont l'habitude de prendre ce qu'on appelle l'echem mishne, c'est-à-dire le double pain pour Shabbat, enfin pour la Seuda Shlishit du Shabbat. Maintenant, il y a des gens qui ont l'habitude même de faire mésonotes. C'est-à-dire de ne même pas prendre du pain au sens halachique du terme, c'est-à-dire de ne pas faire netiat adem umotzi. Je l'ai vu, mais bon, il y a aussi des gens qui, dirons-nous, ne font pas attention d'avoir l'echem mishné pour le Seuda Shlishit. Il y a les 3 versions. Donc, moi, comme d'habitude dans ces cas-là, je ne décide pas, il faut suivre le minhag de sa communauté. Moi, sa famille. Ou de sa famille. Chez moi, je fais l'echem mishné, personnellement, Seuda Shlishit, mais je veux dire, c'est pas forcément une obligation. Ou c'est une obligation sûre, c'est pour le vendredi soir, et pour le Shabbat midi. Et Seudat Revi'i? Seudat Revi'i, c'est pas obligatoire, c'est bien de manger du pain, parce que c'est toujours bien, entre guillemets, de manger du pain quand on a le courage de faire la bracha. Parce que bon, il faut voir pourquoi c'est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose parce que ça donne l'occasion de faire plus de brachot, et donc d'invoquer plus souvent le nom divin, en faisant, puisque Motzi, il y a plusieurs brachot. Quand on fait bracha achona, on en a moins. On dit moins souvent Shem Hashem. Et donc, le fait de dire Shem Hashem et le fait de faire des brachot plus nombreuses, d'abord, correspondent à une obligation que l'homme a de faire, puisqu'on sait qu'il faut qu'il fasse un certain nombre de brachot par jour. Oui. D'autre part, ça fait descendre le nom d'Hachem dans le monde et ça peut faire que du bien. Absolument. Catherine, alors tu nous as dit donc qu'il pouvait y avoir 2 pains, 7 ou 12 pains. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, peut-être d'autres personnes avec moi, c'est comment est-ce qu'ils font disposer sur la table, quel est le cérémonial? Alors, on le pose a priori directement sur la table. C'est mieux, enfin, je veux dire, que d'avoir une planche ou d'avoir la planche, c'est bien pour couper, mais a priori, ça doit être sur la table ou sur la nappe de la table. Je dis pas, parce que bon, la table, elle est recouverte. Mais c'est mieux de l'avoir directement sur la table. Pendant la bracha, bien entendu, après, c'est pas important. Surtout, ce qui est très important, et bon, ça, tout le monde le fait, c'est de recouvrir ce. Alors, en général, on met quelque chose de joli. Enfin, le problème, c'est vraiment de recouvrir ce pain. Pourquoi? Alors, bon, il y a plusieurs raisons à cela. C'est comme d'habitude, jamais simple. Voilà. Mais enfin, c'est pas simple, c'est joli. Heureusement qu'on vit comme ça. Des fois, je me dis, c'est triste de vivre sans des choses pareilles, parce que bon, les gestes quotidiens, non, c'est vrai que gestes quotidiens, donc s'ils sont seulement des gestes, c'est un peu triste. Chez nous, tout est vraiment chargé de plein de raisons et de symboles, en tout cas. Et de. Bon, alors, une des raisons, dirons-nous, je pense, qui est moins poétique, qui doit quand même être dite d'abord, c'est que en général,
général, quand on pose des choses sur la table, quelles que soient les choses, c'est toujours le pain qu'on mange en premier, parce que c'est celui sur lequel on va faire motzi. Et puis en général, on commence par les choses. C'est comme ça, il y a un ordre des choses. On fait tout. Or, qu'est-ce qui se passe le soir du Shabbat? On va commencer par faire kiddush, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire la bracha sur le vin. Halakhiquement, quand on voit du pain et qu'on voit du vin à côté, on devrait d'abord faire la bracha sur le pain. C'est comme ça que ça devrait se passer. Donc, qu'on fait? On couvre le pain, on le voit pas. Donc, ça permet de faire la bracha, le kiddush, sur le vin, avant de faire celle sur le pain. D'autre part, comme le pain est vraiment la base de l'alimentation, comme on a dit, c'est ce qui symbolise en fait la nourriture, c'est une espèce d'affront qu'on lui ferait chaque Shabbat, c'est ce qu'on m'avait dit, de le faire passer après en deuxième position. C'est pas normal, c'est pas le jour le plus saint de la semaine où on va tout changer et on va mettre le pain de côté. Donc, pour lui éviter cet affront et pour être tranquille halakhiquement de pouvoir faire la bracha sur le vin sans se poser de questions, on couvre le pain, donc on ne le voit pas. Et une fois qu'on a fini donc le kiddush, on va se laver les mains, et puis on revient et on fait le motzi. À ce moment-là, on le découvre. À ce moment-là, on va faire la bracha sur le pain. Ça, c'est la raison, dirons-nous, la plus courante. La plus courante. Maintenant, comme c'est habitude dans le judaïsme, il y a exactement le contraire qui est dit aussi. Génial. Ce serait trop simple si les choses, elles étaient comme ça. Et alors on dit, le fait de découvrir les chalotes depuis le début du repas, ça serait leur montrer une espèce de mépris. Alors pourquoi je viens de dire que c'était un honneur de les recouvrir? Ouais. Alors maintenant, il y en a d'autres qui disent pas du tout. Bon, halakhiquement, ce que j'ai dit reste valable, parce que c'est vrai qu'halakhiquement, si on le voyait, il faudrait d'abord faire la bracha sur le pain. Bon, maintenant, on parle de l'honneur du pain. Alors il y en a, ils disent, il serait triste, il verrait qu'on fait le kiddush, on lui met un petit rideau. Pour lui éviter d'être jaloux. Il voit rien. Bon. Bah, trop simple. Il y en a d'autres qui disent pas du tout, c'est pas du tout comme ça, parce que on pourrait croire que si on met du pain, c'est comme sur la table de Shabbat, c'est comme pour tous les autres jours de la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pain, il est là pour remplir l'estomac. C'est-à-dire, on sait très bien qu'un repas avec du pain, il est plus consistant. Consistant, il cale mieux. Alors, on pourrait croire qu'en ce Shabbat, on met des chalotes. Pourquoi on met des chalotes? Juste parce que on veut bien manger et donc c'est pas parce que c'est Shabbat, c'est pas quelque chose d'honorifique, c'est pour caler notre estomac. Alors, disent ces commentateurs, nous les couvrons comme geste d'honneur pour montrer qu'on n'est pas des sauvages, qu'on va pas se jeter sur les pains pour se caler l'estomac, que effectivement ils sont là aussi pour honorer le Shabbat et pour bien montrer qu'on est capable de se retenir, d'avoir une maîtrise sur nous-mêmes. Alors on met la mappa, comme une espèce de couverture, enfin on dit. Là. Bon, c'est en général un napperon. Le napperon qui couvre les chalotes de Shabbat pour montrer effectivement la chose. Bon, ça c'est les deux raisons contradictoires, mais finalement qui sont les mêmes. Et puis il y a la raison historique. Comment tombait la manne dans le... C'est-à-dire que oui, c'est quand même ça le principal à savoir, puisqu'on revient toujours au moment crucial, c'est-à-dire au départ, Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, et puis tout ce qui s'est passé sans. Alors comment ça se passait? Il y avait, on sait comment ça se passe. On va raconter parce que c'est quand même une belle chose de raconter comment la manne elle tombait dans le désert, même si on va un peu plus loin que ça. Pas grave. On va faire une petite digression. Alors voilà, c'était la nuit noire. Et la manne commençait à tomber doucement dans le désert. Et elle avait la forme, dit le Midrash, de grains de coriandre tombait. Et ça avait une belle couleur, ça sentait bon. Et alors d'abord, il y avait un petit vent du nord qui venait comme ça, caresser doucement le sol du désert. Et ensuite, il y avait une rosée qui tombait pour bien nettoyer la manne de toutes les impuretés qu'elle aurait pu attraper en tombant sur le sol. Et donc il y avait d'abord cette rosée qui tombait. Donc il lavait le sol, la manne qui tombait, et sur cette manne avait comme ça une couleur dorée, et quand elle tombait, elle se mettait en petits monticules, quoi. Elle s'agrégeait, ça faisait comme des petites pattes, et pour la protéger des insectes, une deuxième rosée tombait.
très important. Imperméable. Une couche de rosée, la manne, c'est comme une recette. Une deuxième couche de rosée au-dessus. Et alors, la rosée, avec cette couleur dorée, la rosée brillait sur la manne. C'était joli en plus. C'était beau, oui, c'était beau. Ça formait des dessins, je suppose. Je sais pas, ça brillait dans le désert. Alors, cette rosée, cette manne devait être récoltée avant la levée du soleil, parce que quand le soleil tapait, la manne fondait. Oui. Ah bah oui. Alors c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut se lever tôt et que le jour appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Chaque personne avait le droit à un homer de cette pâte, c'était une mesure, sauf, comme on l'a dit, Shabbat. Le vendredi, où il avait le droit à 2, puisque c'était pour... Et elle était donc préservée miraculeusement jusqu'à Shabbat. Et ensuite, qu'est-ce qui se faisait? Alors, les gens prenaient et on faisait ce qu'ils voulaient. Ils faisaient des gâteaux, et selon ce dont on avait envie, la manne prenait le goût de ce dont on avait envie. Bon, ça, c'est connu. Mais ce qu'on connaît peut-être des fois moins, c'est les gens ramassaient pas toute la manne. Toujours, il en restait par terre. Mais ça, c'était important, parce que, comme je l'ai dit, le soleil la faisait fondre, ça devenait un liquide que les gens buvaient. Eh oui, que les gens buvaient et qui était tout parfumé. Et donc, les gens, non sellement ils mangeaient de la manne, ils buvaient de la manne. Mais ils buvaient de la manne. Ça, on le sait. Enfin, moi, je ne le savais pas. Et quand Moshe est mort, la manne a arrêté de tomber. Néanmoins, pour se souvenir du miracle, on a pris une portion de manne, puisqu'on sait que la manne, quand elle était pour les mitzvot, quand on en prenait trop, plus d'un homer, on sait que ça pourrissait. Ça pourrissait, absolument. Et quand on en prenait que pour la mitzvah, ça ne pourrissait pas. Donc, on a récolté de la manne dans une jarre, et qu'on a mis dans le Beth Amikdash. Dans ce Beth Amikdash, la manne, elle est restée intacte. C'est-à-dire que si on pouvait la voir. Elle a effectivement fait partie, cette manne, de ce qu'on a mis de côté, que avant la destruction du premier temple, elle est cachée quelque part on raconte que quand le roi Hiskiaou a vu qu'on allait détruire le temple, il a caché certaines choses. Donc, il y a quelque part une cruche avec de la manne, avec des petites perles de manne. Bon. Alors maintenant, on va en revenir à mon histoire de pourquoi on met en dessous, au-dessus. C'est très simple. Il y a la nappe de Shabbat, c'est la couche de rosée du dessus. Il y a la manne, c'est le pain. Il y avait une couche de rosée dessus. Et donc, la couverture symbolise la rosée. Et même, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te faire rire. Bon, et ce qui n'est pas sur les chalotes, mais ça va. On dit que c'est les Juifs d'Afrique du Nord font du couscous le soir de Shabbat. Absolument, vendredi soir. C'est que les boulettes sont comme la manne et les grains de couscous comme la rosée qui recouvrait la manne au moment du désert. Ah. Oh oui. Voilà. Moi je croyais que c'était les graines de couscous qui ressemblaient à la manne. Ah oui, non, chacun sa version. Moi, c'est ce que j'ai appris comme ça. Ça, c'est pas la lacha. C'est ce que moi j'ai appris. Voilà, c'est ça, c'est et donc histoire. Donc ça, c'est la petite histoire. Et donc, cette couverture de la challah sur la table, donc, il y a la couche de rosée du dessus, la couche de rosée du dessous et la challah au milieu. Et alors les deux chalotes sont côte à côte ou est-ce qu'elles sont l'une sur l'autre? En principe, il y en a une qui monte, si j'ose dire, sur l'autre. Oui. Bon, ça c'est un petit peu... Et puis alors, attends, le vendredi soir, on fait la beracha sur la challah du dessous, et le samedi sur la challah du dessus. Oui. Alors... Tu peux nous dire quelque chose à ce sujet ou... Je vais le retrouver sûrement quand l'émission va terminer. Je vais me dire, flûte, c'est ça. Mais c'est pas rien, tu seras avec nous quand même à 11h30 quand. D'accord, alors je dis à 11h30, je l'aurais sûrement retrouvé parce que j'aurais retrouvé dans mon livre où c'est. J'ai dans ma tête et dans mon livre. Mais ni je trouve dans mon livre, ni je trouve dans ma tête. C'est ça qui est dommage. Tu seras en tout cas obligé de revenir pour notre plus grande joie en tout cas. Bon, alors ce qu'on peut dire, parce que je vois que le temps passe et on va, peut-être qu'il faut quand même rappeler vite, parce que ça va pas être l'objet de l'émission, c'est comment on fait le motzi. Je veux pas rentrer dans toutes les lois de motzi puisqu'elles sont les mêmes pour la semaine et pour seule chose qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'après Kiddush, on se lave les mains. On parle surtout pas parce que on fait voilà. On parle surtout pas entre le moment où on s'est lavé les mains et au moment où le maître de maison fait le motzi.
on le trempe dans le sel ou dans le miel quand c'est la semaine après Rosh Hashanah. Oui, dans les 10 jours. Et puis, on mange tout. Et puis, à la fin, on doit faire Birkat Hamazon. Je voudrais quand même dire une petite chose en passant qui est mon caractère casse-pied et ce que je faisais quand j'avais mon émission régulière. C'est qu'il faut pas croire que les femmes, elles sont dispensées du Birkat Hamazon. Parce que dans beaucoup de communautés, on pense que les femmes, elles peuvent faire le motzi, mais elles n'ont pas besoin de faire le Birkat Hamazon. Les femmes, comme les hommes, doivent faire le Birkat Hamazon. Il est vrai que dans certaines communautés, il y avait des formes abrégées du Birkat Hamazon pour les femmes. Néanmoins, le mieux, c'est de faire le Birkat Hamazon. Un jour, on fera peut-être une émission sur ce qu'est le Birkat Hamazon, parce que c'est quelque chose d'énorme. Faut voir qui est-ce qui a instauré le Birkat Hamazon et toutes ces brachot, parce que oui, faut voir que c'est quelque chose d'important. Alors, vous allez me dire, on parle pas hébreu. Je sais, beaucoup de gens me répondaient toujours, c'est bien, mais on parle pas hébreu. Mais pendant le temps où on me répondait, je parle pas hébreu, je sais pas, il y a quelque chose de très simple. À part les simples d'esprit, tout le monde a un esprit. Akadosh Baruch Hu nous a donné une cervelle qui travaille. Et tout le monde a un petit peu de temps, au moins pour apprendre par cœur ou en phonétique les brachot et le Birkat Hamazon. Alors, il existe en phonétique. Il existe en phonétique. Vous allez me dire, en phonétique, à quoi ça sert? Puisque je le comprends pas. Alors à ça, je réponds, ça sert d'abord à faire une mitzvah. Et ça, c'est jamais perdu. Deuxièmement, il est mieux, bien entendu, c'est beaucoup mieux de comprendre c'est pas moi qui vais vous dire, faites ce que vous pouvez et comprenez rien, c'est mieux. On essaye de comprendre. Et ici, on a toujours essayé d'expliquer les choses. Néanmoins, la langue hébraïque, elle a sa kedusha, sa sainteté particulière. Quand des juifs la prononcent, quand ils comprennent, c'est encore mieux. Mais même s'ils ne comprennent pas, ça monte directement. C'est quelque chose c'est un support qui monte directement vers Akadosh Baruch Hu. Donc, pour les dames qui écoutent, il est jamais trop tard pour bien faire. Même des dames qui sont âgées, il n'y a pas de raison de rater une mitzvah et donc de ne pas apprendre le Birkat Hamazon et le faire parce que il n'y a aucune raison, mais strictement aucune, que les hommes fassent Birkat Hamazon et que les femmes ne le fassent pas. Voilà. Mais quand on répond Amen, est-ce que c'est pas comme si on avait fait ça? Oui. Bon, voilà. Alors là, d'accord. Mais moi, pourquoi j'ai dit ça? J'en profite pour le dire comme ça. Parce que c'est vrai que, généralement, le soir de Shabbat, des fêtes, le mari est là et il peut lire le Birkat Hamazon et les dames, en répondant Amen, au moment propice, bien sûr, sont considérées comme ayant fait le Birkat Hamazon. Et ça, c'est vrai, il faut pas affoler les gens. Ça va. Moi, je me demande quelque chose. Et ça, tu sais bien que c'est mon côté, je sais pas, Torquemada de la chose. Est-ce qu'elles mangent toujours du pain en présence de leur mari ou en présence de quelqu'un qui leur fait le Birkat Hamazon? Il est clair qu'à Shabbat, oui. Mais le reste de la semaine, elles attendent qu'il y ait un homme pour faire Birkat Hamazon? Non. Et ce qui est normal, je veux dire, oui, ce qui est normal. Donc, c'est une bonne occasion pratique, quoi, de rappeler en passant que ça serait bien que les dames, elles fassent Birkat Hamazon et qu'elles croient pas que c'est réservé aux hommes. Parce que c'est une idée qui n'a aucune raison d'être. Aucune raison. Il y a quelques mitzvot, il y a certaines mitzvot qui sont effectivement réservées aux hommes. Il n'y a pas de raison que les femmes les apprennent, les pratiquent, comme on a des fois voulu le faire dans certains cercles. Mais celles qui sont pour tout le monde, elles sont pour tout le monde, y compris pour les femmes. Voilà. Et ça, je le dis toujours parce que il n'y a pas d'âge pour bien faire. Et je le dis d'autant plus librement que moi, j'ai pas toujours été religieuse, qu'il y a eu un temps où je savais pas le Aleph Bet et que j'en sais pas énormément, mais je me suis quand même creusé la tête et que se creusant la tête, on arrive toujours parce que quand on se creuse la tête pour le bon motif, peut-être que quand on se creuse la tête, si je m'étais mis à faire, je sais pas, de l'astronomie, j'y serais peut-être pas arrivé, mais quand on se creuse la tête pour le bon motif, il y a ce qu'on appelle Siyata d'Ishmaya, c'est-à-dire l'aide du ciel qui vous pousse et qui vous permet de comprendre plus que ce qu'on aurait cru qu'on pouvait même atteindre quand on a commencé. Ou assimiler. Voilà. Alors ça, c'était ta petite parenthèse fermée. Nous allons revenir ma parenthèse. Moi, j'ai une question que je voudrais quand même te poser. Ouais. C'est en général, on voit les chalotes qui sont tressées. Alors, tu peux un petit peu nous dire d'abord pourquoi est-ce qu'elles ont cette forme? Il y a beaucoup de formes. Il y a énormément. Est-ce que les tresses doivent être faites en 4 ou il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Le problème, c'est que du pain.
À la limite, si c'était, par exemple, je dis quelque chose, par exemple, bon, c'est fait pas très Shabbat, mais par exemple, admettons que il y ait des gens qui aient des baguettes, si on pourrait même faire le motzi du Shabbat sur 2 baguettes. Bah oui, mais 2 baguettes, il n'y a pas la challah, il n'y a pas eu le prélèvement de la pâte. Non, j'ai dit à la limite. Ah bon, à la limite, d'accord. J'ai dit à la limite, je ne dis pas maintenant aller acheter des baguettes, on entend bien. Et ce que je veux dire, le problème c'est qu'il y ait du pain. Et la forme, en fait, a pas une grande importance. Bon, bien entendu, il y a des choses qui sont plus jolies, il y a des choses qui donnent honneur à Shabbat. C'est ça. Le problème, c'est de faire que ça soit le plus beau possible. Si on mange dans des assiettes en plastique à Shabbat, c'est pas qu'on n'a pas fait le repas de Shabbat. Mais si on mange dans des assiettes en porcelaine, si on en a. Si on n'en a pas, on n'en a pas. Voilà. Kadosh Baruch Hu, il va pas punir les gens qui n'ont pas les moyens d'avoir des assiettes en porcelaine. Néanmoins, c'est toujours pareil. Plus on fait beau, plus c'est royal pour Shabbat, plus on a honoré le Shabbat. Alors, bien entendu, chacun selon ses moyens. Mais c'est pour ça que un beau pain, c'est pas pareil qu'un pain vilain. Mais au niveau de la halakha, c'est du pain. C'est 2 pains. Maintenant, on va voir comment. Alors, il y a énormément de formes. Énormément. J'aurais sûrement pas le temps d'en parler parce que je regarde la montre, il reste pas longtemps. Bah, ça fait rien, on reprendra tout à l'heure après le compte. Non. Y a pas d'appel. Bon. Faut savoir que les chalot tressés, on va commencer par les chalot tressés parce que c'est peut-être les plus connus, à part les chalot rondes. En fait, on pense qu'elles ont apparu vers le 15e siècle. Donc c'est quelque chose de relativement récent. Elles sont venues principalement des communautés ashkénazes. Et on pense aussi que c'était pas forcément au départ une forme juive, mais qu'elle a été un peu copiée sur les populations environnantes. Et il y a comme ça on a essayé de trouver des raisons. Il y a comment on dit, Onomatopée. Non, onomonies. Enfin, les mêmes sons entre quelque chose qui veut dire les tresses et brachot en yiddish où on dit bruches. Et il y avait les tresses qui s'appelaient, les tresses des petites filles. Ouais, des similitudes. Voilà, des similitudes. Enfin, on peut pas dire exactement comment ça a apparu. On sait que c'est vers le 15e siècle. Et non, si tu veux un petit peu les pailles, les paillotes. Non, les pailles, non, c'est les tresses des petites filles. C'est les tresses des petites filles. Ah, bon, donc ça, c'était une des formes. Maintenant, à combien on tresse, entre guillemets, si on tresse avec 4, 8, etc. Ah oui, ça, il n'y a pas quelque chose de particulier. Bon, il y a maintenant énormément de chalotes différentes qui ont pu se développer. En général, on peut quand même dire que les chalotes spéciales étaient des chalotes ou tressées ou rondes. La forme la plus traditionnelle étant le ronde ou une couronne pour Shabbat. Bon, il n'y a pas la variété, si j'ose dire, la grande variété dans les chalotes. Enfin, on pourrait parler de chaque communauté qui avait effectivement chacun un peu sa chala, la variété dans les formes. Dans les formes compliquées. Peut-être qu'on faudrait voir dans les formes simples. Mais dans les formes compliquées, c'était plutôt les chalotes pour les fêtes. Ou alors là, les gens s'en sont donnés à cœur joie pour faire des choses absolument incroyables. Maintenant, pour Shabbat même, il y a les formes, dirons-nous, traditionnelles. C'est-à-dire, il y a soit la chala tressée, qui est la forme traditionnelle chez les Ashkenazim, qui en plus maintenant, en fait, est à peu près arrivé partout. Il y avait, dirons-nous, chez les judéo-espagnols, une espèce de pain rond. Tout simple. Tout simple. Je veux dire, lever un joli pain. Oui. C'était pas n'importe quoi, mais c'était un pain rond. Bon, dans Afrique du Nord, on sait en gros qu'en général, il y avait un peu de tout. Il y avait des pains ronds, il y avait des couronnes. Carrément. Oui, avec rond comme un cerceau. Oui, rond comme un cerceau. Des fois, il y avait des couronnes, oui, effectivement rondes, ou qu'on passait qu'on dorait à l'œuf, et des fois, on leur mettait des petits grains de sésame. Voilà. Qu'est-ce que je regarde un petit peu? Bon, là, moi, je les connais pas. J'ai lu que chez les Irakiens, oui. Les Juifs, hein. Je parle pas de Saddam Hussein. Je parle des Juifs. Il y avait des grands pains
plats, que chez les Yéménites aussi, il y avait des pains plutôt plats, plutôt grands et plats. Donc ils ressemblaient plus au pain que dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui. A priori, oui. Mais dirons-nous, ça n'avait pas des choses tout à fait particulières. C'est-à-dire, soit on peut dire qu'en gros, il y avait les pains tressés, chez les Ashkenazim, en général, les pains ronds ou les pains en couronne chez les Sfaradim, et puis des pains plus ronds, plus grands. Soit on peut dire qu'en gros, il y avait les pains tressés, chez les Ashkenazim, en général, les pains ronds ou les pains en couronne chez les Sfaradim, et puis des pains plus ronds, plus grands, chez, dirons-nous, au Moyen-Orient. C'est à peu près ce qu'on peut dire. Là où c'est beaucoup plus rigolo, et on n'aura pas du tout le temps d'en parler, c'est toutes les chalotes, et ça je voulais finir là-dessus peut-être quand même, qui étaient les chalotes pour les fêtes, et comme on n'est pas loin on est déjà à Chodesh Elul. On est déjà le deuxième jour de Chodesh Elul. Oui, donc dire un petit peu quand même que pour la nouvelle année, donc il y avait, par contre là, les gens se sont laissés aller, les ménagères ont eu beaucoup d'imagination, et effectivement, il y a eu énormément de variations pour les chalotes du mois de Tishri. Alors, tu pourras nous en parler, Catherine, parce que je vois vraiment que ça passe, que ça passe, que l'heure tourne, qu'il est presque 10h58. Et que donc j'aurais pas le temps d'en parler. Oui, non. Il y a eu beaucoup de minutes. Écoute, ça fait comme pas ça. beaucoup. Non, il y avait des en forme de couronne. Il y avait aussi, par exemple, quelque chose qui était très mignonne. C'était pour Shabbat Shuvah. C'est-à-dire le Shabbat qui était entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Alors, on faisait des chalotes en forme de 3 anneaux parce que, bon, il faudrait voir pourquoi. C'était, bon, je le mentionne. Il y avait aussi quelque chose en Ukraine qui était très joli, qui était pour le jour de Yom Kippour. On faisait une chala en forme d'oiseau. Pourquoi? Parce que on espérait que cet oiseau emmènerait avec lui toutes les avérotes et toutes les transgressions qu'on avait pu faire. Et on dit aussi que si c'est né en Ukraine, c'est à la suite des pogroms, et que cet oiseau était le symbole de l'espérance en une vie meilleure, c'est-à-dire une vie débarrassée des pogromistes. Alors, il y avait aussi l'Ukraine, visiblement, a fait beaucoup de choses. Elle avait fait donc une chalote en spirale aussi pour les fêtes. Et puis il y avait pour Hoshana Rabbah, c'est la fête d'Hoshana Rabbah qui est pendant Sukkot, là où les mains. Alors on faisait là où la pluie, on priait pour la pluie. Alors on faisait une chala en forme de main pour les supplications pour la pluie. Ah bah dis donc. Ouais, tu vois. Oui, il y en a. Bon, alors il y en a plein effectivement. Moi là, j'ai tout un livre sur sur les chalotes, enfin sur les formes de chalotes. Je pense qu'on va donc revenir. On va peut-être voir un tout petit peu plus pourquoi certaines formes. On va un peu les citer, enfin en 5 minutes pour laisser quand même. Il y a pas que moi qui vais parler. Je sais que je suis bavarde, mais non, mais tant qu'il n'y a pas d'appel, on peut continuer. Il faut que les autres parlent aussi. Donc les Ukrainiens, visiblement, étaient très créatifs sur le problème des chalotes. Je sais pas pourquoi, ou du moins mon livre s'intéressait beaucoup aux Ukrainiens. Bon, alors il y a cette chala en forme de couronne, et bien entendu, on peut très bien comprendre pourquoi à Rosh Hashanah on faisait une chala en forme de couronne, parce que Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est la date anniversaire de la création du monde. Or, qui a créé le monde? C'est Akadosh Baruch Hu, donc c'est le roi des rois. Donc, on lui fait une couronne en pain, une couronne en chalote. Donc, pour Rosh Hashanah, une couronne. Une couronne en chalote. Et en général, pourquoi on la fait ronde, comme ça, enfin, dit le livre, et ronde et pleine, parce que, pour que vraiment l'année soit pleine de bonnes choses, pleine non seulement de mitzvot, mais de souhaits, de choses agréables. Je me souviens que dans les chez Sfaradim, le Seder de Rosh Hashanah, quand on mange la gonade, on dit Malek Karimon, c'est-à-dire vraiment quelque chose de plein, et donc ce qui expliquait la forme en rond et la forme de couronne. Alors, qu'est-ce que je pouvais encore dire? Effectivement, toujours donc j'ai parlé donc de cet oiseau. Voilà, pour Kippour, il y avait un oiseau qui partait et qui emportait avec lui. Voilà. Bon, ensuite, on peut dire aussi on peut parler aussi de cette chala en spirale, et on pense effectivement que cette chala en spirale c'est intéressant, et la version, stylisée,
De la première, c'est-à-dire de la challah en forme d'oiseau, puisque cette challah en forme d'oiseau, c'était en forme d'oiseau avec la tête posée dessus. Alors on pense que pourquoi ça a évolué dans une challah en forme de spirale, c'est que la tête de l'oiseau a disparu et n'est resté que le corps de l'oiseau. Et en général, cette challah était faite d'une manière très sucrée. On mettait des raisins, on mettait beaucoup de choses, et on le mettait des petits grains multicolores pour vraiment que cette challah pour les fêtes vraiment symbolise tout ce qu'il pouvait y avoir de meilleur et de plus varié pour tout le monde. Alors je vais t'interrompre Catherine parce que il y a eu, je crois, des appels, mais alors toutes les questions ont été en général les mêmes. On me fait de grands signes, on me dit on veut la recette. Ouh là là, ouh là là. Alors vraiment, vous êtes tombé sur le mauvais numéro. Moi, la théorie, non, théorie marche très bien. Ouais. La pratique ne suit pas forcément. Bon, moi, je vais donner quand même la recette. Je vais donner la recette. C'est très joli ça. Oui, j'ai les dessins. Mais oui, si c'était à la télé, formidable. Je vous montrerai le livre. Tout de suite, vous comprendriez. Peut-être qu'on peut faire une photocopie, non? Mais bon, enfin bref, bon. Je peux dire quand même pour la challah en forme d'oiseau, si ça intéresse quelqu'un. Oui, bon. Moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt. Ça, je sais parce que je l'ai vu faire. On prend donc de la pâte à challah, ça c'est Rivka, hein, c'est pas moi, de la pâte pour faire la challah. On en fait comme une grande corde. Enfin, une grande, comment dire, je sais pas, une corde, quoi. Ouais, on fait un tuyau. Voilà, un tuyau. Et on l'enroule, mais en hauteur, c'est-à-dire on fait 3 ronds en hauteur, je sais pas comment tu peux expliquer ça. On roule, on la tourne et puis comme une spirale, on monte. Et en haut, on laisse. C'est-à-dire que chaque fois on fait une spirale un peu plus petite, un rond un peu plus petit, pour que ça arrive en spirale. Et à la fin, on laisse une boule de pâte. On sculpte dans cette boule de pâte, c'est pas très dur. Le petit bec. Un petit bec, et on met 2 raisins pour les yeux de l'oiseau au four, et vous avez gagné une challah en forme d'oiseau. Je vais essayer ça, moi. Voilà. Voilà, ça c'était donc pour le petit oiseau. Mais je crois que je vais quand même faire une photocopie. Comme ça, si quelqu'un a envie de savoir comment ça se passe. Moi, je sais faire une fleur en challah. Voilà. Et donc, pour ce qui était la challah en forme de couronne, puisque là j'ai une photo. Et c'est vrai. Alors, c'est donc une couronne vraiment pleine. Une couronne pleine, c'est-à-dire que vous faites une challah ronde en dessous. Mm-hmm. Dessus, on colle une challah ronde plus petite. Mm-hmm. Et encore dessus, une troisième toute petite, une boule. Mmh. C'est-à-dire que ça fait un peu comme un... Et puis avec une lame de rasoir, on découpe la pâte de façon... Du deuxième rond, pour que ça fasse vraiment une forme de couronne. On la passe à l'œuf et puis on la met au four. Ça, je sais quand même dire. C'est très chouette. Alors, il ne nous reste plus que les recettes, si je puis dire. Il y a encore beaucoup... La recette de base de Tcheba, il y en a... Bon, la recette de base, bien entendu, à moins que certaines auditrices ne veuillent nous la donner. Tiens, pourquoi pas? Alors moi, après, je vous donnerai la mienne. Moi, c'est une recette constantinoise. Alors, je vais quand même, moi, vous donner ma recette, la recette que j'utilise, que je fais. Je prends 1 kilo de farine, je prends 2 paquets de levure de bière de chez le boulanger que je fais fondre dans un verre d'eau, non pas tiède, mais carrément de l'eau à température normale du robinet. Je mets dans ce kilo de farine, je mets d'abord 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol. Je mets ensuite 2 cuillères à dessert de sel. J'y ajoute quelques grains, disons une bonne cuillère à café de sésame et d'aneth vert. Que je mets tout ça, et puis je verse la levure de bière qui a eu le temps de bien fondre dans mon verre d'eau. Je verse une première fois cette eau dans ma pâte et je commence à la travailler. Il faut en général, pour ce kilo de farine, il faut en général 2 verres d'eau. Et puis je mets quand même à côté un 3e verre d'eau. Et puis je travaille. Moi, j'utilise pas les robots. J'aime bien écouter une bonne cassette pendant que je pétris ma pâte, et je pétris pendant une demi-heure tout en écoutant. Ça me permet de me décontracter, de me relaxer, c'est sensationnel. Et puis, chaque fois que la pâte commence un petit peu à durcir, je sens qu'elle a besoin d'un petit peu de moelleux. Alors, je trempe ma main dans le verre d'eau, je mouille, donc je reprends un petit peu d'eau, et puis je recommence à travailler et à la malaxer, chaque fois en la mouillant. Et le 3e verre d'eau se termine comme ça dans la pâte. Alors, une fois que je la sens bien
bien faite, bien lisse et tout. Je la pose. Effectivement, je fais non pas le prélèvement de la pâte, mais je prends cette petite bille témoin. Et puis, j'attends en général un quart d'heure, une demi-heure. Enfin, bon, pendant la canicule, ça a été même jusqu'à 10 minutes, tu vois, pour que la pâte soit prête. Et après, quand j'ai formé mon pain et que je l'enfourne, bien sûr, un jaune, uniquement le jaune de l'œuf pour dorer, et puis quelques graines de sésame. Alors, il y a une auditrice qui nous a appelé tout à l'heure, et je crois qu'elle a rappelé une deuxième fois, pour demander, Catherine, écoute-moi bien, la signification du sel. Parce que tu sais, quand on fait le motzi, on trempe le pain dans le sel. Oui. Oui. Alors, il y a énormément de raisons. Ah, tiens. Ah bon? Ça recommence, il y a énormément de raisons. Alors, on met un peu donc de sel et on trempe le sel. On trempe le pain dans le sel et on le mange. Ouais. Donc, il y a une grande symbolique, une grande signification. Il y a énormément de symbolique. Première chose, on retourne encore une fois à Jérusalem, au temps du Beth Amikdash, du temple. Et on sait que depuis que le temple a été détruit, on a dit que c'était la table de la maison qui était devenue un mini sanctuaire. Et pour justement insister sur cette similitude entre le sanctuaire de Jérusalem et le sanctuaire qui est la table de la maison, on met du sel sur cette table de la même manière qu'on mettait du sel sur les sacrifices qui étaient offerts au Beth Amikdash. Ça, c'est une première raison. Oui, mais justement, on va en revenir toujours à la même question. Moi, si j'étais l'auditrice, je te dirais, et pourquoi on mettait du sel dans les sacrifices? Alors ça, moi, je peux pas faire ça aujourd'hui. Il faut savoir, si tu veux que je prenne l'antenne aujourd'hui et que dans 6 jours ou 7 jours, juste pour Shabbat, je rentre chez moi, je vais pas commencer sur les lois des corbanotes. Je veux bien un jour les faire, mais je veux pas tout faire. Là, on en est au sel du motzi. Bon. Deuxièmement, on continue, j'en ai 7 devant moi des raisons. Deuxièmement, le sel nous rappelle une chose très importante, c'est qu'on doit être des gens hospitaliers, faire ce qu'on appelle la mitzvah d'Arknasat Ochim. Et pourquoi le sel nous le rappelle? Parce que les gens de Sdom, et ils ne refusaient, comme tu le sais, d'accueillir les gens qui passaient, ils leur faisaient tout un tas de misère, et il y avait une loi à Sodome qui interdisait aux gens, aux habitants de la ville, de recevoir des étrangers. On sait que quand les anges sont venus chez Lot, les habitants de la ville sont venus entourer la maison de Lot parce qu'ils voulaient pas qu'ils reçoivent donc ces anges. Quelle a été la punition des gens de Sodome? Statue de sel. Voilà. Et ils ont été transformés, ça a été recouvert par du sel. Donc, deuxième raison. Ça nous rappelle qu'il faut être hospitalier. C'est déjà beau, ça me plaît. Troisième raison, donc on revient encore au temple et il faut voir que pourquoi est-ce qu'on faisait des corbanotes, c'était pour se faire pardonner certaines. Je parle des corbanotes quand les gens apportaient eux-mêmes les sacrifices pour se faire pardonner certaines avérotes. Alors le pardon, ça se dit comment la racine en hébreu du mot pardon. Pardon, c'est slicha? Non, c'est mochel. Mochel, ça veut dire pardonner. Moas. Et si tu retournes les lettres, tu trouves melach. Ce sont les mêmes mots, les mêmes lettres pour le mot sel. Melach, c'est le sel. Mochel, c'est pardonner. Et donc, une raison de plus pour avoir du sel sur la table. Le temps passe très vite en bonne compagnie, Catherine, je trouve. Merci. Et puis nous avons eu un sujet aussi qui a plu et je crois que nous ne l'avons pas épuisé. Et Baruch Haba, dès que tu peux, dès qu'il est possible, j'espère que nous aurons l'occasion de parler encore du pain.